Imaginons une seconde la construction d'un avion. Mais attention, en plein vol. Le moteur, il n'est pas terminé, les ailes tremblent dans tous les sens, et les manuels d'instruction sont écrits dans un alphabet complètement indéchiffrable. Ah oui, le scénario catastrophe par excellence. C'est clair. Et pourtant, il faut absolument piloter l'engin pour éviter le crash. En fait, c'est à peu près la sensation exacte que procure l'apprentissage d'une nouvelle langue pour un grand débutant. Oui, c'est terrifiant. Totalement. Se retrouver au milieu d'un café parisien, vouloir simplement, exister socialement et réaliser que chaque petite tentative de communication est bloquée par un mur invisible. Des règles grammaticales, des conjugaisons, le genre des mots. La terreur absolue, quoi. Le cerveau y fiche complètement. Voilà, c'est le grand vide. Et c'est pour ça que notre plongée d'aujourd'hui est particulièrement captivante. On a sous les yeux un document qui s'intitule « French Guide Family Members », la leçon 10 très exactement. Une leçon qui a l'air très innocente au premier abord. Ouais, sur le papier, c'est un guide conçu pour des apprenants de niveau A1, donc les vrais débutants absolus. L'objectif officiel semble même presque trop basique en fait. Il s'agit d'enseigner le vocabulaire de la famille et l'utilisation d'un tout petit mot d'introduction, le mot « voici ». Sauf que, sous cette surface hyper simple, se cache une vraie masterclass de pédagogie. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est pas de réviser des mots de vocabulaire juste pour le plaisir, mais vraiment de décortiquer la mécanique de ce document. On veut comprendre comment ils réussissent à introduire un cerveau adulte dans un univers linguistique totalement étranger. Sans provoquer cette fameuse explosion cognitive dont on parlait. C'est ça. Comment on fait pour pas surcharger l'élève? Et la clé de voûte de cette méthode, elle se trouve dans le premier segment, le choix du vocabulaire. Un choix chirurgical, on peut le dire. Le document propose une approche minimaliste qui ressemble à un régime cognitif hyper strict. On isole des termes d'une précision redoutable. Ouais, la liste est super courte. On a la famille, le père, la mère, le frère, la sœur, et un ajout un peu curieux, la photo. Effet très intéressant, le guide fournit tout de suite les équivalents en anglais et en mandarin. Ça affirme direct une ambition de clarté vraiment universelle. Ce n'est absolument pas une liste exhaustive, l'apprenant ne trouvera pas les oncles, les tantes, ni les cousins éloignés. Du coup, c'est vraiment comparable à un kit de survie d'urgence, en fait, pour les interactions sociales. Si quelqu'un est parachuté dans un pays inconnu, de quoi il a besoin pour créer un lien humain tout de suite? Parler de la météo, c'est abstrait, mais la famille, c'est viscéral. Ouais, c'est le point commun de toute l'humanité. Par contre, ce qui m'intrigue le plus dans cette sélection, c'est l'association de ces membres de la famille avec le mot photo, comme je disais. Et surtout, l'ajout de seulement 2 petites phrases d'action. Regarde et c'est qui? Pourquoi choisir cet angle visuel et impératif si spécifique? Cet angle visuel, en fait, il exploite une réalité sociologique transversale. N'importe qui aujourd'hui, quelle que soit sa culture, possède un smartphone. Et dans ce smartphone, on a tous une galerie remplie de photos de nos proches. Ah, c'est vrai, oui. On a tous notre famille dans la poche, quoi. C'est exactement ça. Le guide, il ne demande pas à l'apprenant de se concentrer sur un concept abstrait. Il lui dit « utilise cet objet physique et intime que tu as déjà ». Ça ancre l'apprentissage dans une réalité matérielle immédiate. Et pour les phrases d'action, du coup, Sam? Alors ça, c'est génial. Ça opère un basculement psychologique majeur. Dire « regarde », c'est pas juste prononcer un mot français dans le vide. C'est s'emparer physiquement du contrôle de l'attention de l'autre. Ah ouais, on transforme instantanément une posture passive d'étudiant en une posture active de communicant. Tout à fait. Et en demandant « c'est qui ?», on lance direct une boucle de conversation. On oblige l'autre personne à interagir, à répondre. On offre littéralement le pouvoir de déclencher un échange dès les premières minutes. C'est fou quand on y pense. Surtout que le sentiment d'impuissance, c'est de loin le plus grand ennemi de l'apprentissage des langues. En donnant ces outils de déclenchement social, le guide génère un sentiment de compétence qui est artificiel, certes, mais terriblement efficace. Une petite victoire immédiate. Voilà, la libération de dopamine générée par une interaction réussie, même toute petite, ça agit comme un carburant essentiel pour la suite. L'apprenant réalise qu'il peut provoquer une réaction chez un natif juste en pointant un écran et en donnant un ordre super simple. Mais bon, on est d'accord que posséder des mots isolés et savoir capter l'attention, ça suffit pas pour faire des vraies phrases. Un kit de survie, il a besoin d'un mode d'emploi. Il faut un liant, une fondation grammaticale. Le fameux ciment, oui. C'est là que le document prend un risque que je trouve fascinant dans son segment 2, avec ce qu'il appelle le mot magique, le mot « voici », comme dans « voici mon père » ou « voici ma mère ».
Une stratégie d'évitement syntaxique remarquablement élégante d'ailleurs. Ça permet de contourner tout l'obstacle des conjugaisons. Sauf que, et là je vais faire un peu l'avocat du diable, le guide va beaucoup plus loin. Il conseille explicitement aux instructeurs de dire aux élèves d'ignorer la différence entre mon et ma. Oui, il jette les règles de genre par la fenêtre. C'est ça. Il demande littéralement de mettre de côté cette règle fondamentale du français pour se concentrer uniquement sur les mots de la famille. Sur le plan pédagogique, c'est pas un terrain super glissant, hein. Je comprends tout à fait la réticence. Parce que, bon, encourager délibérément des grands débutants à saccager les règles de genre, c'est pas ancrer de mauvaises habitudes. Des habitudes qui vont nécessiter des heures de correction douloureuses plus tard. On leur apprend sciemment à faire des fautes quand même. Alors l'inquiétude est ultra légitime. Et je te cache pas que beaucoup de puristes de la grammaire s'arracheraient les cheveux en lisant ça. Mais si on regarde la situation à travers le prisme de la théorie de la charge cognitive, cette décision s'impose comme une urgence absolue. Une urgence biologique, presque. Exactement. Le cerveau humain, il fonctionne avec une mémoire de travail. C'est un espace de traitement temporaire dont la capacité est cruellement limitée. En moyenne, un adulte, il ne peut manipuler consciemment que 4 à 7 éléments d'information en même temps. Ah oui, donc face à la structure complexe d'une nouvelle langue, ce petit espace de traitement, il se remplit et il sature à une vitesse folle. Inévitablement. Imagine, décortiquons ce qui se passe dans la tête d'un débutant qui essaierait de faire une phrase parfaitement correcte, du genre « c'est ma mère ». Ok, on décompose. Le cerveau doit d'abord retrouver le nouveau mot de vocabulaire pour mère. Ensuite, il doit mobiliser le pronom démonstratif « ce », faire l'illusion phonétique avec le verbe « être » conjugué au présent, à la troisième personne du singulier, donc « c'est » apostrophe EST. Déjà là, on a perdu la moitié des gens. Et c'est pas fini, hein. Puis, il doit se souvenir que mère est un nom féminin, et donc chercher dans un tableau mental hyper complexe l'adjectif possessif correspondant « ma » au lieu de « mon ». C'est une véritable tempête d'opérations simultanées. La mémoire de travail sature direct. L'anxiété grimpe en flèche, le cortisol envahit le système, et le résultat final, c'est généralement un grand silence terrifié. C'est le fameux crash du système dont on parlait au début. Le moteur de l'avion qui cale parce qu'on a essayé de manipuler tous les boutons du tableau de bord en même temps. Voilà. D'où l'importance cruciale de ce mot « voici ». C'est un peu comme installer des petites roulettes sur un vélo d'enfant, non ? C'est la métaphore parfaite de l'étayage cognitif. Tout le monde sait qu'un vrai vélo, ça n'a pas de roulette, mais on les met temporairement pour une raison précise, permettre à l'enfant de ressentir le mouvement, l'équilibre et la joie d'avancer sans subir la chute qui est hyper décourageante. Donc, voici élimine instantanément le besoin de conjuguer un verbe. Et en donnant la permission formelle de se tromper sur mon ou ma, le guide libère une quantité massive de bandes passantes mentales. L'apprenant, il peut pointer son téléphone avec assurance et dire « voici mon maire ». Grammaticalement, c'est une hérésie, mais pragmatiquement, socialement, c'est un triomphe absolu. Parce que le message est transmis avec une clarté de 100%. Exactement. Le locuteur natif en face, il va sourire, regarder la photo et répondre naturellement. L'objectif fondamental du langage, c'est transmettre une idée d'un cerveau à un autre. Et là, c'est réussi. Cette victoire, elle vaut son pesant d'or au stade de la découverte. Ça bâtit une confiance indispensable avant d'introduire les règles plus complexes plus tard. On n'enseigne pas l'aérodynamisme avant de montrer comment attacher sa ceinture, quoi. C'est une très belle image. Oui. Mais du coup, une fois cette fondation minimaliste et décomplexée posée, le guide aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu juste proposer des exercices de répétition en boucle, comme on voit tout le temps. Il déploie une petite intrigue narrative dans son segment 3. Une scénette construite précisément autour d'une erreur de vocabulaire très spécifique. Une histoire qui s'intitule « La photo de Lucas ». Un changement de méthode qui bascule de la logique pure à la narration. Et ça mérite qu'on s'y attarde. Ouais, le texte donne des instructions de mise en scène très strictes. Il faut lire lentement, utiliser des phrases très courtes, et surtout insister lourdement sur la prononciation des mots « père » et « frère ». La fameuse différence phonétique. L'histoire met en scène deux personnages, Lucas et Anna. Lucas tend son téléphone avec grand enthousiasme et dit « Anna, regarde, voici ma famille ». Anna, qui joue bien le jeu, s'investit et demande « C'est qui ?» Et là, Lucas pointe fièrement un jeune garçon sur l'écran et annonce avec assurance « Voici mon père ». C'est le point de bascule de toute l'histoire. Réalise l'énormité de sa bourde et éclate de rire. « Ah non, pardon, voici mon frère, mon père est ici, à gauche. » Et la scène se termine sur Anna qui dit amusée « Le père est vieux, le frère est jeune ».
L'ensemble ressemble vraiment à un quiproquo de comédie théâtrale. Le père adolescent, aïe. Mais une vraie question se pose ici. Le temps d'attention d'un adulte en apprentissage, c'est précieux. Pourquoi gaspiller ces minutes à raconter une blague basée sur un lapsus phonétique? Parce que ce prétendu gaspillage, en réalité, c'est l'une des techniques d'encodage mémoriel les plus puissantes dont on dispose en neurosciences. Ah ouais? Carrément? Oui, oui, la langue française, elle est truffée de pièges sonores impitoyables pour des oreilles non habituées. Les mots père et frère partagent une structure phonétique très proche et très dangereuse. C'est vrai que le P et le F suivi du R roulé ou guttural, ça doit être un cauchemar à distinguer. L'un utilise un son ouvert, bilabial et doux, l'autre exige une friction labio-dentale qui peut sembler barbare à un débutant. Les confondre à l'oral, c'est statistiquement inévitable. Et faire ce genre d'erreur, en vrai, ça peut jeter un froid. Ça crée des silences hyper inconfortables, voire des situations franchement embarrassantes. C'est précisément pour court-circuiter cette peur de l'embarras que l'histoire intervient. Le cerveau humain filtre en permanence les informations banales. Pour qu'une donnée passe de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, il lui faut un marqueur. Une sorte d'étiquette neurologique qui dit «attention, c'est important». Exactement. Et l'émotion est le marqueur le plus puissant. Quand l'amygdale, la zone du cerveau liée aux émotions, est activée par la surprise ou le rire, elle envoie un signal direct à l'hippocampe pour cristalliser le souvenir. Du coup, l'incongruité totale d'imaginer un père de 20 ans, ça crée un pic émotionnel qui sert de colle neuronale pour le vocabulaire. C'est le principe de l'ancrage émotionnel. L'étudiant ne va pas mémoriser une règle de phonétique abstraite. Il va se souvenir corporellement de la sensation de surprise d'Anna et du rire de Lucas. C'est fou. Le cerveau grave le contraste père-frère, non pas par la répétition mécanique, mais par la force de l'impact narratif. Et il y a une autre dimension psychologique qui est vitale ici. L'histoire modélise silencieusement le comportement à adopter face à l'échec. Lucas fait une erreur ridicule. Et quelle est la conséquence? Une punition? Une réprimande? Non, c'est juste un rire partagé. Voilà. Le document envoie un message subliminal ultra rassurant. Faire des fautes, sans mêler les pinceaux, ça fait partie du processus. C'est même une source de comédie. La leçon, c'est que si tu trébuches sur un mot, tu souris, tu dis « pardon » et tu continues. Le monde s'effondre pas. Ça dédramatise tellement la situation. Ça abaisse ce que les linguistes appellent le filtre affectif, ce mur d'anxiété invisible. Un apprenant détendu qui n'a pas peur d'être jugé absorbe l'information de manière exponentiellement plus efficace. Cette atmosphère humoristique, c'est essentiel. Mais le document ne laisse pas l'apprenant s'installer dans un confort passif pour autant. Une fois l'anecdote digérée, on passe à une phase de mise en situation beaucoup plus intense, le dernier segment. Le fameux test de résistance, oui. Le guide Raisin baptise ça le photo-album game. C'est un exercice de traduction instantanée sous forme de jeu de rôle. Anna pose des questions en anglais et Lucas doit traduire en français en temps réel, en s'appuyant sur le mot sauveur « voici ». La structure de cet exercice est d'une progressivité très calculée, tu as dû le remarquer. Ah oui, complètement. Les premiers tours, c'est un échauffement musculaire doux. Anna demande comment dire « Look, here is my mother ». Lucas répond sans effort « Regarde, voici ma mère ». Le cerveau s'habitue à la mécanique. Le voici s'installe confortablement. Mais ensuite arrive le troisième tour. Et le document prend la peine de nommer cette étape explicitement dans les notes, avec un grand P majuscule. Le piège. Une rupture de pattern tout à fait délibérée. La question devient vicieuse. Is that your father or your brother? Et là, Lucas doit produire la correction d'urgence. Oh no, here is my brother. Voici mon frère. Mais éthiquement parlant, qualifier un exercice de piège face à quelqu'un qui débute depuis un quart d'heure, c'est pas un peu cruel de forcer le stress alors qu'on vient de construire un espace de sécurité? Je te l'accorde, le terme piège est un peu malicieux. Mais le mécanisme est fondamental pour consolider l'apprentissage. C'est l'application directe du concept de difficulté désirable. Difficulté désirable, c'est-à-dire? Jusqu'à cette étape, l'apprenant baignait dans le confort douillet de la reconnaissance passive. Il écoutait l'histoire, il comprenait intellectuellement la blague, il identifiait les mots. Mais la reconnaissance passive crée une illusion de compétence très dangereuse. On a l'impression de savoir parler juste parce qu'on comprend l'autre, c'est ça, hein? Exactement. Sauf que la vraie maîtrise, la fluidité, elle exige la production active, la capacité de générer le langage soi-même, sans filet de sécurité. Et c'est là que le piège intervient chirurgicalement.
Il force le cerveau à faire une transition brutale. Oui, face à la question inattendue, l'apprenant ne peut plus juste hocher la tête. Il doit fouiller activement dans sa mémoire de travail, retrouver l'anecdote de Lucas, isoler la différence phonétique entre père et frère, formuler la réponse avec voici et articuler le tout avec une contrainte de temps. C'est un effort cognitif d'une intensité folle pour un niveau A1. Mais c'est la simulation parfaite de la réalité crue du terrain. Dans la file d'attente bruyante d'une boulangerie parisienne, on n'a jamais 3 minutes pour réfléchir à ses déclinaisons. C'est sûr, l'interaction sociale, ça exige de la réactivité. Le petit stress de jeu de rôle, il prépare littéralement le système nerveux à affronter ces vraies interactions sans figer. L'effort cognitif intense envoie un signal fort au cerveau. Ça lui indique que ces données sont vitales pour la survie sociale. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est l'étincelle électrochimique nécessaire pour transférer la mémoire à court terme vers des réseaux profonds et durables. L'étudiant qui réussit à éviter ce piège, ou même celui qui tombe dedans, mais se corrige avec un petit rire, il vient de cimenter ses veaux pour la vie, bien plus qu'en lisant un tableau de vocabulaire en silence. C'est une certitude absolue. Bah dis donc, si on prend le temps de rassembler toutes ces pièces du puzzle, l'ingéniosité fulgurante de cette leçon 10, elle saute aux yeux. Ce qui ressemblait à la liste de vocabulaire la plus fade du monde se révèle être une mécanique d'ingénierie cognitive de très haute précision. Une architecture invisible qui repose entièrement sur une compréhension intime des limites et des forces du cerveau humain. On y trouve le minimalisme pragmatique avec le kit de survie. Ensuite, les raccourcis grammaticaux audacieux avec le mot « voici » qui agit comme des petites roulettes. Puis l'ancrage émotionnel avec la comédie du lapsus pour graver les nuances phonétiques. Et enfin, le test de résistance, ce piège interactif qui force la production active sous pression. En gros, le document embrasse totalement le chaos et l'imprécision inhérents à tout apprentissage complexe. Il reconnaît que la quête de la perfection dès les premières minutes, c'est contre-productif. L'objectif premier, l'urgence absolue, c'est la connexion humaine, pas l'exactitude académique rigide. Construire l'avion pendant qu'il vole, accepter que les boulons soient pas tous bien serrés, mais profiter du paysage. Cette analyse minutieuse, je trouve qu'elle laisse émerger une réflexion qui dépasse très largement l'apprentissage du français. Ah oui, on peut tirer des leçons pour la vie en général. Mais oui, ça. Si l'acquisition d'une compétence aussi complexe qu'une langue repose en grande partie sur des raccourcis grossiers, sur la dédramatisation de nos échecs et sur la confrontation de petites difficultés désirables, on peut se demander dans quels autres domaines de l'existence on se freine nous-mêmes par un désir de perfection technique prématuré. C'est une excellente question, en effet. Quels seraient, dans nos défis professionnels ou nos apprentissages personnels actuels, l'équivalent parfait de ce mot magique « voici », ce petit outil bancal, imparfait, mais qui nous permettrait de contourner la paralysie de l'analyse et de commencer enfin à interagir avec le monde. Une perspective fascinante pour réévaluer nos méthodes de progression, c'est certain. Et notre rapport à l'échec aussi, dans n'importe quelle discipline ardue qu'on cherche à maîtriser. Absolument. De quoi largement alimenter les réflexions de ceux qui nous écoutent pour les jours à venir. Une exploration qui prouve avec brio que parfois, le chemin le plus court vers la maîtrise passe inexorablement par l'acceptation joyeuse de l'imperfection. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec une telle clarté aujourd'hui. C'était un vrai plaisir d'en discuter.